Ma sœur a exigé que je lui donne la moitié de mon appartement parce que, selon elle, la famille partage tout. Les parents ont fait intervenir des avocats. La fin a choqué tout le monde. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous époustoufler, mais très rapidement, si vous appréciez ce contenu, cliquez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps, et votre soutien permet à tout cela de continuer. Commençons. Je suis un jeune homme de 28 ans, et je n'arrive honnêtement pas à croire que je suis en train d'écrire ceci, mais j'ai besoin d'un point de vue extérieur parce que ma situation familiale est devenue complètement folle. Il y a 3 ans, j'ai acheté mon premier appartement. Rien de luxueux, juste un appartement 2 chambres convenable dans un bon quartier pour lequel j'ai économisé depuis l'université. Je travaille dans le développement de logiciels, je gagne bien ma vie, et j'étais extrêmement fier d'avoir enfin mon propre logement après des années de colocataire et de location pourrie. J'ai versé un acompte substantiel, j'ai obtenu l'approbation du prêt hypothécaire uniquement sur mes revenus et mon crédit, et j'ai effectué moi-même chaque paiement depuis le premier jour. Entrée ma sœur, Amanda. Elle a 26 ans, travaille à temps partiel comme graphiste freelance, et a toujours été la préférée de la famille. En grandissant, nos parents nous ont constamment obligés à tout partager, les jouets, les vêtements, et même les cadeaux d'anniversaire étaient parfois partagés entre nous. Pour être honnête, je détestais ça à l'époque, mais je pensais que c'était juste des choses normales entre frères et sœurs. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'Amanda n'avait apparemment jamais dépassé cette mentalité. Il y a 2 mois, Amanda a commencé à fréquenter ce type, Kevin, qui vient d'une famille très riche. Sa famille possède plusieurs propriétés, et Kevin a mentionné sans ménagement lors d'un dîner de famille que ses parents lui avaient acheté un condo lorsqu'il a obtenu son diplôme universitaire. J'ai pu voir les rouages tourner dans la tête d'Amanda immédiatement. À la fin de la soirée, elle faisait des commentaires sur l'injustice du fait que j'avais mon propre logement alors qu'elle louait toujours un studio. Au début, je pensais qu'elle se contentait de se défouler, mais ensuite les commentaires sont devenus plus fréquents et plus précis. Elle a commencé à évoquer le fait que nous avions toujours tout partagé étant enfants, que nos parents nous avaient appris que la famille passait avant tout, et qu'il semblait égoïste de ma part d'avoir un appartement entier pour moi alors qu'elle pourrait vraiment utiliser l'espace et un soulagement financier. Le point de rupture est survenu il y a 3 semaines lors d'un dîner dominical chez nos parents. Amanda a lancé tout un discours sur les valeurs familiales et sur le fait qu'elle réfléchissait à notre situation. Elle a proposé que, puisque j'ai un appartement 2 chambres et qu'elle a besoin d'un logement, la solution la plus logique et la plus équitable serait d'ajouter son nom à l'acte de propriété en tant que copropriétaire, non pas en tant que locataire payant un loyer, mais en tant que véritable propriétaire avec une participation de 50%. J'ai ri parce que je pensais qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas. Amanda travaillait apparemment sur nos parents depuis des semaines avant ce dîner. Elle les avait convaincus que cet arrangement serait parfait pour nous deux, je serais aidé pour l'hypothèque, elle aurait un logement stable, et cela rapprocherait la famille. Elle avait même toute une présentation sur le fait que l'appartement était techniquement assez grand pour 2 personnes et que nous avions bien vécu en partageant l'espace quand nous étions enfants. Lorsque j'ai dit absolument pas, la pièce est tombée silencieuse. Ma mère avait l'air déçue et a dit qu'elle espérait que je serais plus ouvert à aider ma famille. Mon père a ajouté des préoccupations concernant la stabilité financière d'Amanda et la façon dont cela pourrait être une situation gagnant-gagnant. Ils ont fait comme si j'étais déraisonnable et égoïste de ne pas accepter immédiatement de céder la moitié de ma propriété à ma sœur. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas comme partager des jouets quand nous étions enfants. Il s'agit d'une hypothèque pour laquelle je me suis qualifié sur la base de mes seuls revenus, de paiements que j'effectue seul depuis 3 ans, et d'un investissement pour lequel j'ai travaillé incroyablement dur. J'ai souligné qu'Amanda n'a jamais contribué un seul dollar à l'achat, à la compte, au paiement mensuel, à l'entretien ou même au service public. L'appartement est à mon seul nom parce qu'il est à moi. Mais ma famille a continué à me faire pression. Amanda a eu les larmes aux yeux, parlant des difficultés financières qu'elle a connues et de son désir de se sentir en sécurité. Mes parents ont évoqué toutes les fois où nous avions partagé des choses en grandissant et comment cela nous avait soi-disant rendus plus proches. Ils ont laissé entendre que j'étais influencé par une pensée matérialiste et que j'oubliais ce qui compte vraiment dans la vie. La culpabilisation a été implacable. J'ai reçu des appels quotidiens de ma mère qui parlait de l'unité familiale et de sa déception face à mon attitude. Amanda m'envoie des articles sur des frères et sœurs qui ont partagé avec succès des biens et comment cela a renforcé leur relation. Mon père continue de mentionner à quel point les choses seraient plus faciles si nous travaillions simplement ensemble sur ce point. Ils ont également commencé à impliquer la famille élargie.
Ma tante m'a appelé la semaine dernière pour me dire qu'elle avait entendu parler de notre désaccord et qu'elle pensait que je devrais examiner plus sérieusement la proposition d'Amanda. Apparemment, ma sœur a présenté cela comme un refus de l'aider alors qu'elle était en difficulté, plutôt que comme une demande de propriété d'un bien qu'elle n'a jamais payé. Le plus frustrant, c'est qu'il traite cela comme une simple dispute entre frères et sœurs plutôt que comme une demande d'Amanda de me donner littéralement des centaines de milliers de dollars d'actifs gratuitement. Lorsque je le souligne, ils disent que je suis obsédé par l'argent et que je rate l'essentiel du soutien familial. Amanda a même commencé à se présenter à mon appartement sans invitation, à mesurer les pièces et à parler de la façon dont elle aménagerait ses meubles dans sa moitié de l'espace. Elle a mentionné qu'elle étudiait les options juridiques pour protéger ses intérêts puisque nous sommes une famille et que nous devrions avoir les mêmes droits sur les biens familiaux. Je ne sais même pas ce que cela signifie, mais cela a l'air menaçant. J'ai l'impression de devenir fou. Est-ce un comportement familial normal? Suis-je vraiment égoïste ici? La pression constante m'épuise, et je commence à douter de moi-même, même si logiquement je sais que cette demande est insensée. Ma petite amie pense que ma famille est complètement hors de propos et que je devrais couper les ponts jusqu'à ce qu'ils cessent de me faire pression. Mais ce sont mes parents et ma sœur, je ne peux pas simplement les ignorer. En même temps, je ne peux pas comprendre le fait de céder la moitié de mon appartement à quelqu'un qui n'y a jamais rien contribué. Quelqu'un a-t-il eu affaire à des membres de sa famille qui se croient en droit de posséder votre propriété? Comment gérer ce genre de pression sans détruire les relations? Je suis honnêtement perdu. Mise à jour, j'ai découvert que mes parents ont consulté des avocats pour me forcer à partager mon appartement. Cela fait 6 semaines depuis mon premier message concernant ma sœur, Amanda, qui voulait la moitié de mon appartement, et les choses ont pris une tournure beaucoup plus sombre que je ne l'aurais pensé. Merci à tous ceux qui ont commenté. La lecture de vos réponses m'a aidé à réaliser que je n'étais pas fou de penser que la situation était complètement inappropriée. Après mon dernier message, j'ai décidé de rester ferme et j'ai dit clairement à ma famille que je n'ajouterais Amanda à mon acte de propriété en aucune circonstance. Je pensais que ce serait la fin, mais j'ai gravement sous-estimé jusqu'où ils étaient prêts à aller. La campagne de pression s'est immédiatement intensifiée. Mes parents ont commencé à appeler cela une « intervention familiale » et ont organisé une réunion chez eux avec ma tante, mon oncle et même mes grands-parents présents. Ils avaient apparemment dit à tout le monde que je refusais d'aider Amanda dans ces moments difficiles et m'avaient peint comme une personne égoïste qui avait oublié ses valeurs familiales. Lors de cette intervention, ma grand-mère a même pleuré en parlant de sa déception face à l'homme que j'étais devenu. Ma tante m'a fait la leçon sur la loyauté familiale, et mon oncle a suggéré que peut-être je ne méritais pas d'avoir de belles choses si je n'étais pas disposé à les partager avec ma famille. C'était surréaliste de voir ces gens que j'avais respectés toute ma vie se liguer contre moi à cause de la demande ridicule de ma sœur. Amanda était assise là, jouant parfaitement le rôle de la victime, parlant de ses difficultés financières et de la blessure qu'elle ressentait parce que son propre frère ne voulait pas l'aider lorsqu'elle en avait le plus besoin. Elle n'a jamais mentionné que sa demande d'aide impliquait que je lui donne la moitié de mon appartement gratuitement. Elle l'a présenté comme un refus de la laisser vivre avec moi parce que j'étais trop égoïste pour partager l'espace. Mais voici où les choses deviennent vraiment folles. La semaine dernière, je déjeunais avec mon cousin, Brian, qui a toujours été assez neutre dans les drames familiaux. Il a mentionné avoir entendu sa mère, ma tante, au téléphone discuter d'options juridiques et de droits de propriété familiale. Lorsque j'ai insisté pour avoir des détails, il m'a dit que mes parents avaient apparemment cherché à savoir s'il existait des moyens légaux de me forcer à partager la propriété de mon appartement avec Amanda. Cela m'a sidéré. J'ai immédiatement commencé à réfléchir aux voies légales qu'il pourrait éventuellement suivre. Et il m'est venu à l'esprit de vérifier s'il y avait eu une activité inhabituelle concernant ma propriété. J'ai extrait mon rapport de crédit et vérifié les registres publics. Et même si je n'ai rien trouvé d'alarmant, le fait qu'ils aient même envisagé cette option était un énorme signal d'alarme. J'ai décidé de consulter moi-même un avocat, juste pour comprendre à quoi je pouvais m'attendre. L'avocate à qui j'ai parlé a dit que, à moins que mes parents n'aient contribué à l'achat ou n'aient été co-signataires de l'hypothèque, ils n'auraient aucun droit légal de forcer un quelconque arrangement de propriété. Cependant, elle m'a mis en garde contre les tactiques de manipulation familiale potentielle et m'a suggéré de sécuriser tous mes documents importants. Cette conversation m'a motivé à fouiller un peu chez mes parents la prochaine fois que j'y suis allé dîner. Pendant qu'ils étaient dans la cuisine, j'ai remarqué des papiers sur le bureau de mon père qui ont attiré mon attention. Je sais que je n'aurais probablement pas dû regarder, mais l'un d'eux était clairement une page de notes de consultation d'un cabinet d'avocats. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang.
Les notes comprenaient des expressions comme « explorer les revendications de possession adverses »,« arguments de contribution familiale » et « considération de détresse émotionnelle ». Il y avait aussi une section sur les théories de la fiducie implicite et quelque chose sur l'estoppel promissoire. Je ne suis pas avocat, mais il était clair qu'ils avaient obtenu des conseils juridiques sur les moyens de contester ma propriété unique de l'appartement. Plus inquiétant encore, il y avait des notes manuscrites de ma mère qui disaient des choses comme « coût de la chambre d'enfant d'Amanda » et « suivi des contributions aux vacances familiales partagées ». Il semblait qu'ils essayaient de construire une sorte de dossier selon lequel l'investissement de mes parents dans mon enfance donnait à Amanda un droit sur ma propriété d'adulte. J'ai pris des photos de ce que je pouvais voir sans être évident, mais je me suis senti malade. Ces gens m'avaient élevé, m'aimaient soi-disant, et maintenant ils complotaient activement pour prendre ma propriété pour la donner à ma sœur. Lorsque j'ai confronté mes parents à ce sujet le lendemain, ils ne l'ont pas nié. Mon père a dit qu'ils exploraient simplement toutes les options pour aider Amanda, et ma mère a insisté sur le fait qu'ils n'essayaient pas de me faire du mal. Ils voulaient simplement ce qui était juste pour tout le monde. Ils ont prétendu que l'avocat leur avait dit qu'ils n'avaient pas un dossier solide, mais qu'ils voulaient comprendre leurs options. Je leur ai demandé franchement comment ils pouvaient penser qu'il était acceptable d'essayer de trouver des moyens légaux de prendre ma propriété. Et mon père a effectivement dit, parfois, les parents doivent faire des choses difficiles pour protéger tous leurs enfants, comme si le besoin d'un appartement pour Amanda équivalait à une urgence mettant la vie en danger qui justifiait le vol à mon égard. Amanda était apparemment au courant et soutenait leur consultation juridique. Lorsque je lui en ai parlé, elle a dit qu'elle pensait que c'était proactif et montrait à quel point nos parents se soucient de son avenir. Elle maintient toujours qu'elle mérite la moitié de l'appartement parce que nous sommes une famille et qu'elle a besoin de stabilité. Le pire, c'est qu'ils agissent tous comme si j'étais celui qui était déraisonnable d'être contrarié par cela. Ils continuent de dire qu'ils essaient simplement de trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde, mais leur solution implique de prendre ma propriété sans mon consentement. J'ai maintenant changé toutes mes serrures et sécurisé tous mes documents importants dans un coffre-fort. J'ai également informé ma société de prêt hypothécaire et la gestion immobilière de la situation au cas où quelqu'un essaierait de faire des demandes ou des réclamations concernant mon appartement. Ma petite amie a été incroyablement compréhensive tout au long de tout cela, mais elle est aussi furieuse en mon nom. Elle continue de dire que ce n'est pas un comportement familial normal et que je devrais envisager de couper les ponts. Une partie de moi sait qu'elle a raison, mais il est difficile d'accepter que ma propre famille irait aussi loin. Je ne suis pas sûr de leur prochaine décision, mais je suis prêt à affronter ce qui viendra. Je n'aurais jamais imaginé qu'acheter mon propre appartement se transformerait en guerre familiale où mes parents consulteraient littéralement des avocats pour me le prendre. Quelqu'un d'autre a-t-il eu affaire à des membres de sa famille qui ont intensifié les conflits de propriété jusqu'à des menaces judiciaires? Je me sens assez isolé en ce moment puisque la plupart de ma famille élargie semble prendre le parti de mes parents et d'Amanda. Deuxième mise à jour, 3 mois plus tard, la famille menace de rupture totale si je ne cède pas. Cela fait 3 mois depuis ma dernière mise à jour concernant la consultation juridique de ma famille concernant mon appartement, et les choses ont empiré d'une manière ou d'une autre. Je n'aurais jamais pensé que j'écrirais une autre mise à jour, mais la situation a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Après avoir confronté mes parents à la recherche de conseils juridiques, ils sont restés complètement silencieux pendant environ 2 semaines. Je pensais qu'ils avaient enfin réalisé à quel point leur comportement était inapproprié et qu'ils reculaient. Je me trompais. Ce qu'ils faisaient en réalité, c'était se regrouper et planifier une stratégie plus globale pour me faire pression afin que j'obéisse. Cela a commencé par le fait que ma mère s'est présentée sur mon lieu de travail pendant ma pause déjeuner. Elle a réussi à passer la sécurité du bâtiment en prétendant me livrer quelque chose d'important, et elle m'a coincé dans le hall pour avoir ce qu'elle a appelé une conversation, de cœur à cœur. Elle m'a dit que la famille avait longuement discuté de la situation et était parvenue à une décision unanime, soit j'acceptais de partager la propriété de mon appartement avec Amanda, soit je ne serais plus le bienvenu aux réunions de famille, aux vacances ou à tout événement familial. Elle a présenté cela comme une déception de la part de tout le monde face à mon égoïsme et à la nécessité de protéger Amanda de nouveaux dommages émotionnels. Lorsque j'ai souligné que c'était essentiellement du chantage, ma mère s'est effondrée en pleurs au milieu du hall de mon bureau, disant que je lui brisais le cœur et qu'elle ne m'avait jamais élevé pour être si cruelle envers ma propre sœur. Toute la scène était mortifiante, surtout que plusieurs de mes collègues l'ont vu. Ce soir-là, j'ai reçu un message texte de groupe qui avait été envoyé à toute notre famille élargie. Le message, envoyé depuis le téléphone de mon père, annonçait que j'avais choisi de donner la priorité aux biens matériels aux relations familiales et que, avec effet immédiat,
j'étais exclu de toutes les fonctions familiales jusqu'à ce que je retrouve mes esprits et fasse ce qu'il faut pour Amanda. Le texte comprenait des détails sur les difficultés financières et émotionnelles d'Amanda, sur le fait que mon refus de l'aider causait de la détresse à toute la famille et sur le fait que mon égoïsme déchirait notre famille auparavant unie. Il demandait le soutien de chacun pour m'aider à comprendre mon erreur. En quelques heures, je recevais des appels et des messages de tantes, d'oncles, de cousins et d'amis de la famille. Certains étaient sympathiques et confus par la situation, mais d'autres avaient clairement adopté le récit de mes parents. Mon oncle, Robert, m'a laissé un message vocal m'appelant une honte pour le nom de famille. Ma cousine, Sarah, m'a envoyé un long texte disant à quel point elle était déçue de moi pour avoir abandonné Amanda lorsqu'elle en avait le plus besoin. Le message le plus blessant est venu de ma grand-mère, qui m'a envoyé une lettre manuscrite disant qu'elle avait honte de l'homme que j'étais devenu et que mon grand-père se retournerait dans sa tombe s'il savait comment je traitais ma sœur. Elle a dit qu'elle me retirerait de son testament et qu'elle ne voulait plus me voir à moins que je ne règle les choses avec Amanda. Amanda elle-même a joué son rôle de victime à la perfection. Elle a créé une page GoFundMe pour l'aide au logement d'urgence qui comprenait une longue histoire de larmes sur la façon dont son propre frère l'avait abandonnée dans ses moments difficiles. Elle n'a pas mentionné explicitement la situation de l'appartement, mais elle a fortement laissé entendre que j'avais les moyens de l'aider et que je choisissais de ne pas le faire. La page a récolté près de $3000 auprès d'amis de la famille et de parents éloignés sympathiques. Mes parents ont également organisé ce qu'ils ont appelé une « réunion de famille » chez eux pour discuter de la situation sans moi. Selon mon cousin, Brian, qui est resté relativement neutre, la réunion était essentiellement une séance de 2 heures au cours de laquelle tout le monde a discuté de mon caractère terrible et a réfléchi à des moyens de me faire changer d'avis. Ils ont mis au point plusieurs nouvelles tactiques. Ma tante a commencé à m'envoyer des emails quotidiens avec des articles sur la loyauté familiale et les relations fraternelles. Mon oncle a commencé à commenter chaque publication sur les médias sociaux que je faisais avec des remarques agressives sur les valeurs familiales. Ma mère a commencé à appeler directement ma petite amie, essayant de la convaincre de me faire changer d'avis. La campagne de pression s'est également étendue à ma vie professionnelle. Mon père a somehow obtenu les coordonnées de mon patron et lui a envoyé un email exprimant son inquiétude quant à mes récents changements de comportement et suggérant que le stress pouvait affecter mes performances au travail. Heureusement, mon patron m'a simplement transmis l'email et m'a demandé si tout allait bien à la maison, mais c'était incroyablement inapproprié et invasif. Amanda a également intensifié ses propres tactiques. Elle a commencé à se présenter à mon immeuble et à sonner à des unités au hasard jusqu'à ce que quelqu'un la laisse entrer dans le hall. Ensuite, elle attendait près de ma porte pendant des heures. Elle a laissé des fleurs, des notes et même des épiceries devant mon appartement avec des messages sur le fait qu'elle regrettait de m'avoir comme frère et qu'elle était désolée que l'argent se soit mis entre nous. Elle a également commencé à appeler mes voisins pour se présenter comme ma sœur et expliquer que nous avions un désaccord familial concernant nos arrangements de logement. Elle a insinué que j'étais déraisonnable et leur a demandé de me parler de l'importance de la famille. Un de mes voisins m'a effectivement abordé dans le couloir pour me suggérer de régler les choses avec ma sœur parce qu'elle semblait être une fille si gentille qui voulait simplement être proche de son frère. Le harcèlement sur les réseaux sociaux a également atteint de nouveaux sommets. Amanda a commencé à publier des photos de nos enfants, avec des légendes sur la proximité que nous avions et sur la tristesse que la croissance et l'acquisition de biens matériels avaient changé notre relation. Elle a partagé des mèmes sur les liens fraternels et la loyauté familiale, clairement dirigés contre moi. Mes parents se sont joints à leur propre campagne sur les réseaux sociaux, publiant des articles sur l'importance de la famille et partageant des articles sur les enfants adultes qui s'étaient égarés. Ils ont commencé à se présenter comme des parents qui pleuraient la perte d'un fils qui avait choisi l'argent plutôt que la famille. Le point de rupture est survenu il y a 2 semaines lorsque ma grand-mère a eu ce que ma famille a qualifié d'épisode de santé lié au stress de notre conflit familial. Ma mère m'a appelé en sanglots, disant que le médecin leur avait dit que le stress contribuait à l'état de ma grand-mère et que je devais mettre fin à la situation immédiatement avant qu'il ne se produise quelque chose de terrible. Lorsque j'ai essayé de rendre visite à ma grand-mère à l'hôpital, la sécurité m'a informé que j'étais sur une liste de personnes qui n'étaient pas autorisées à la voir. Ma famille m'avait en fait interdit de rendre visite à ma propre grand-mère pendant une crise de santé parce que je ne voulais pas donner à ma sœur la moitié de mon appartement. C'est là que j'ai réalisé à quel point cette situation avait dépassé le comportement rationnel. Ma famille était prête à utiliser la santé de ma grand-mère comme levier pour me manipuler afin que je donne mon bien. Ils me traitaient comme une criminelle pour avoir refusé de remettre quelque chose pour lequel j'avais travaillé et que j'avais entièrement payé moi-même. J'ai maintenant été complètement coupé de toute ma famille pour avoir refusé de me conformer à leurs demandes. J'ai manqué Thanksgiving,
le mariage de ma cousine et l'anniversaire de mon neveu. Chaque événement familial qui se produit est publié sur les réseaux sociaux avec des commentaires acerbes sur la tristesse que je manque ces moments importants à cause de mes choix. Ma petite amie a été mon rock tout au long de tout cela, mais même elle a du mal avec le stress et le drame constant. Elle a suggéré que nous devrions peut-être déménager dans une autre ville pour échapper au harcèlement, et honnêtement, je commence à y penser. J'ai de nouveau consulté un avocat au sujet du harcèlement, et bien que la plupart de ce qu'ils font ne soit pas techniquement illégal, cela affecte certainement ma qualité de vie. L'avocat a suggéré de documenter tout et d'envisager une ordonnance restrictive si le comportement s'aggrave. Le plus difficile est le doute qui s'insinue dans les moments de calme. Lorsque vous avez littéralement toutes les personnes que vous avez connues toute votre vie qui vous disent que vous avez tort, il est difficile de ne pas vous remettre en question. Mais ensuite, je me souviens qu'il me demande de donner la moitié de mon bien le plus précieux à quelqu'un qui n'y a jamais rien contribué. Et je sais que je ne suis pas la folle ici. Je n'aurais jamais pensé que défendre mes propres droits de propriété entraînerait la perte de toute ma famille, mais nous y voilà. J'espère qu'ils finiront par reprendre leurs esprits et réaliser à quel point leur comportement a été inapproprié, mais je ne retiens pas mon souffle. Mise à jour, 3 mois plus tard, résolution inattendue et excuse. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé que j'écrirais une autre mise à jour à cette saga, mais quelque chose d'incroyable s'est produit que je n'avais jamais vu venir. Cela fait 6 mois que ma famille m'a coupé parce que je refusais de donner à Amanda la moitié de mon appartement, et la résolution est venue de la source la plus inattendue imaginable. Pendant les premiers mois suivant ma dernière mise à jour, la situation est restée inchangée. J'étais toujours complètement ostracisé de la famille, toujours confronté à un harcèlement occasionnel, et toujours en train de me demander si j'avais fait le bon choix, même si je savais logiquement que je l'avais fait. Ma petite amie et moi avions effectivement commencé à faire de sérieux projets de déménagement dans une autre ville lorsque tout a changé il y a 3 semaines. J'ai reçu un texto d'Amanda qui disait simplement « Pouvons-nous parler ?» C'est important. J'ai failli le supprimer sans répondre, mais quelque chose dans le ton m'a fait hésiter. Après 6 mois de publications mélodramatiques de victimes et de tactiques de manipulation, ce message semblait différent, plus calme, plus sincère. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de la rencontrer dans un endroit neutre, un café du centre-ville. J'ai emmené ma petite amie avec moi pour un soutien moral et j'ai dit à Amanda franchement que si c'était une autre tentative pour me faire pression au sujet de l'appartement, je partais immédiatement. Ce qui s'est passé ensuite m'a complètement pris au dépourvu. Amanda s'est effondrée en pleurant avant même de commander son café. Mais ce n'étaient pas les larmes manipulatrices auxquelles j'étais devenu habitué. C'étaient des larmes sincères, pleines de remords, celles de quelqu'un qui avait fait une prise de conscience majeure sur son comportement. Il s'avère que la relation d'Amanda avec Kevin, le type riche avec qui elle sortait, avait progressé au point qu'ils se sont fiancés il y a 2 mois. Elle a emménagé chez lui et a commencé à faire l'expérience de la dynamique familiale de première main. Et apparemment, la famille de Kevin a fait passer notre famille pour raisonnable en comparaison. Selon Amanda, les parents de Kevin ont immédiatement commencé à la traiter comme si elle essayait de profiter de la richesse de leur fils. Ils ont exigé qu'elle signe un contrat de mariage qui était tellement unilatéral qu'il ne lui laissait pratiquement rien si le mariage prenait fin. Ils ont insisté pour qu'elle contribue équitablement aux dépenses du ménage, malgré la disparité de revenus massive entre elle et Kevin. Plus précisément, la sœur de Kevin, Jessica, a décidé que puisqu'Amanda faisait maintenant partie de la famille, elle devait partager ses biens avec la famille. Jessica a commencé à se présenter chez Amanda et Kevin et à se servir dans les vêtements, les bijoux et les effets personnels d'Amanda. Lorsqu'Amanda a protesté, Jessica a dit que la famille devait tout partager et qu'Amanda était égoïste en accumulant ses biens. Ça vous dit quelque chose? Mais ça a empiré. Jessica a décidé que comme elle avait des difficultés financières, Amanda devait ajouter son nom à l'immatriculation de la voiture d'Amanda en tant que copropriétaire. Elle a fait valoir que comme elles étaient maintenant belles-sœurs, la voiture d'Amanda devait leur appartenir toutes les deux à parts égales. Jessica est même allée voir les parents de Kevin pour se plaindre de l'égoïsme d'Amanda qui refusait de partager sa voiture. Le point de rupture est survenu lorsque Jessica et les parents de Kevin ont suggéré qu'Amanda devrait donner à Jessica la moitié de sa propriété de son entreprise indépendante, car les entreprises familiales devraient bénéficier à tous les membres de la famille. Ils ont souligné que Jessica avait une certaine expérience du marketing et pourrait être un partenaire précieux. Il était donc logique qu'Amanda partage la propriété de quelque chose qu'elle avait entièrement construite elle-même. Alors qu'Amanda me racontait cette histoire, j'ai pu voir le moment précis où elle a réalisé ce qu'elle m'avait fait. Les parallèles étaient si évidents que même elle ne pouvait pas les manquer.
Elle avait elle-même fait l'expérience de ce que ressentaient les membres de la famille qui se sentaient autorisés à prendre des choses pour lesquelles elle avait travaillé, et elle avait réalisé à quel point c'était fou et violent. Je suis devenu tout ce que je détestais chez Jessica, a-t-elle déclaré, pleurant de plus en plus fort. Je t'ai fait exactement ce qu'elle me faisait, sauf que je me suis en quelque sorte convaincu que c'était différent parce que nous sommes frères et sœurs et que nous avons partagé des choses quand nous étions enfants. Mais partager des jouets n'est pas la même chose qu'exiger la moitié de la propriété de l'appartement de quelqu'un. Je n'arrive pas à croire à quel point j'étais folle. Elle a poursuivi en expliquant que l'expérience avec la famille de Kevin lui avait ouvert les yeux sur le caractère manipulateur et prétentieux de son comportement. Elle avait également commencé à voir l'encouragement de nos parents sous un nouveau jour, reconnaissant les tactiques de pression et la manipulation émotionnelle pour ce qu'elles étaient. Je me suis rendu compte que si quelqu'un essayait de prendre la moitié de ma voiture ou la moitié de mon entreprise simplement parce que nous sommes en famille, je penserais qu'il est fou, a-t-elle poursuivi. Mais je me suis en quelque sorte convaincu que votre appartement était différent parce que j'en avais plus besoin, que vous n'aviez besoin de le garder tout pour vous. J'étais tellement concentré sur mes propres problèmes que j'ai complètement ignoré le travail acharné que vous aviez fait pour obtenir ce que vous avez. La conversation a duré 3 heures. Amanda s'est excusée abondamment, non seulement pour avoir exigé la propriété de mon appartement, mais pour toute la campagne de harcèlement et de manipulation qui a suivi. Elle a reconnu qu'elle avait instrumentalisé toute notre famille contre moi et qu'elle avait joué les victimes pour justifier son comportement de plus en plus déraisonnable. Plus important encore, elle m'a dit qu'elle avait rompu avec Kevin après avoir réalisé que les problèmes de droit des parents de Kevin étaient probablement génétiques et qu'elle ne voulait pas passer sa vie à traiter avec des gens qui pensaient que les biens des autres étaient des biens communautaires. Mais les excuses d'Amanda n'étaient que le début. Elle m'a dit qu'elle avait également eu une longue conversation avec nos parents au sujet de leur comportement. Elle leur a reproché de consulter des avocats dans mon dos, d'organiser la campagne d'ostracisme familial et d'utiliser la santé de ma grand-mère comme levier. Elle a clairement indiqué que leur traitement à mon égard avait été totalement inapproprié et qu'elle avait honte du rôle qu'elle y avait joué. 2 jours après ma conversation avec Amanda, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle pleurait et s'excusait, disant qu'Amanda l'avait aidée à voir à quel point la famille était allée trop loin. Elle a admis qu'ils avaient été tellement concentrés sur les besoins immédiats d'Amanda qu'ils avaient complètement perdu de vue l'équité fondamentale et les droits de propriété. Mon père a appelé le lendemain pour présenter ses propres excuses. Il a reconnu que le fait de consulter des avocats au sujet de ma propriété avait été une violation massive de la confiance et que le fait d'organiser la famille contre moi avait été manipulateur et injuste. Il a dit qu'il avait été tellement absorbé par le désir de résoudre les problèmes d'Amanda qu'il avait oublié de se demander si leur solution proposée était éthique ou raisonnable. L'appel le plus surprenant est venu de ma grand-mère. Apparemment, Amanda lui avait rendu visite et lui avait expliqué ce qui s'était réellement passé, y compris le fait qu'Amanda avait demandé la propriété d'un bien qu'elle n'avait jamais payé plutôt qu'une simple aide au logement. Ma grand-mère était horrifiée par le comportement de la famille et s'est excusée pour les dures paroles qu'elle m'avait dites et écrites. Au cours des 3 dernières semaines, j'ai reçu les excuses de la plupart des membres de ma famille élargie. Beaucoup d'entre eux ont dit qu'ils n'avaient entendu que la version des événements d'Amanda et qu'ils ne savaient pas qu'elle demandait la propriété plutôt qu'une simple aide. D'autres ont admis qu'ils s'étaient laissés entraîner par le drame familial et qu'ils n'avaient pas vraiment réfléchi à ce qui m'était demandé. Mon oncle Robert, qui avait laissé ce message vocal acerbe me qualifiant de honte, s'est même rendu à mon appartement pour s'excuser en personne. Il a dit qu'il avait eu totalement tort au sujet de la situation et qu'il avait honte de son comportement. Amanda a également fait des excuses publiques. Elle a fermé sa page GoFundMe et a remboursé les dons, expliquant aux contributeurs qu'elle avait mal représenté la situation et que son conflit familial était en fait de sa faute. Elle a publié sur les réseaux sociaux en reconnaissant qu'elle avait été prétentieuse et manipulatrice et en me remerciant de rester ferme même si cela m'a coûté des relations. Plus important encore, elle s'est opposée à nos parents lorsqu'ils ont essayé de retomber dans les vieilles habitudes de la soutenir ou de me faire pression. Lorsque ma mère a suggéré que je pourrais peut-être quand même aider Amanda à trouver un bel appartement puisque nous parlons à nouveau, Amanda a immédiatement mis fin à cela et a dit à nos parents que ma situation de logement ne les regardait pas. Nous reconstruisons notre relation lentement. Amanda a suivi une thérapie pour travailler sur ses problèmes de droit et sa tendance à manipuler les gens lorsqu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Elle a trouvé un emploi à plein temps et trouvé son propre appartement, qu'elle paie entièrement elle-même. Ma relation avec mes parents s'améliore également, même s'il reste encore du travail à faire. Ils sont tous les deux en thérapie également, essayant de comprendre comment leur favoritisme et leur encouragement ont créé une dynamique familiale si toxique.
Ils se sont engagés à traiter leurs enfants plus équitablement et à ne plus jamais faire pression sur un enfant pour qu'il renonce à ses biens au profit d'un autre enfant. L'ironie n'est pas perdue pour aucun d'entre nous, il a fallu qu'Amanda vive exactement ce qu'elle m'avait fait subir pour qu'elle comprenne à quel point elle avait eu tort. Elle m'a dit plusieurs fois qu'elle était reconnaissante que j'ai tenu bon et que je n'ai pas encouragé son comportement prétentieux, même si cela a été douloureux à l'époque. Ma petite amie et moi avons finalement décidé de rester dans notre ville actuelle. Le drame familial qui avait consumé nos vies est enfin résolu, et nous sommes tous les deux soulagés de voir ce stress disparaître. Nous sommes même prudemment optimistes quant aux futures réunions de famille. J'ai beaucoup appris de cette expérience sur la fixation de limites et la défense de moi-même, même si cela signifie rester seul. J'ai aussi appris que parfois, les gens que vous aimez peuvent être tellement pris dans leurs propres problèmes qu'ils perdent de vue l'équité et le respect fondamentaux. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas reconnaître leurs erreurs et changer leur comportement. Plus important encore, j'ai appris que posséder quelque chose signifie avoir le droit de dire non aux gens qui veulent vous le prendre, même si ces personnes sont de la famille. L'expérience d'Amanda avec la famille de Kevin a confirmé ce que je savais depuis le début, permettre aux gens de se sentir autorisés à prendre vos biens ne les aide pas vraiment à long terme. Cela ne fait qu'encourager un comportement prétentieux et créer du ressentiment. Toute cette situation aurait pu détruire de façon permanente mes relations familiales, et je suis reconnaissante que cela ne se soit pas produit. Mais je suis encore plus reconnaissante d'avoir tenu bon et d'avoir refusé de céder à la pression, car cela a finalement forcé toutes les personnes impliquées à confronter leur comportement toxique et à apporter de véritables changements. À tous ceux qui ont affaire à des membres de leur famille qui se sentent autorisés à prendre vos biens ou vos possessions, il est acceptable de dire non, même si cela crée un conflit. Parfois, se défendre soi-même est la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour toutes les personnes impliquées, même si cela ne semble pas être le cas à ce moment-là. Amanda et moi prévoyons dîner la semaine prochaine dans son nouvel appartement qu'elle a trouvé et qu'elle paie entièrement elle-même. Et mon acte de propriété ne porte toujours qu'un seul nom, le mien.